L'atelier suivant donc a pour titre Agriculture, alimentation et santé, comment placer l'action des parcs au cœur de nos aspirations et besoins croissants de la société. Donc je serai aidée par ma collègue Florence Moche, chargée de mission PAC, donc, qui nous fera une mini-synthèse à la fin. Donc dans les parcs, on encourage, on accompagne au maximum les pratiques agroécologiques. On travaille aussi à une alimentation plus responsable et plus durable, notamment tout le travail que font les parcs au travers des projets alimentaires territorialisés, des circuits courts. Un plaidoyer a été signé par tous les présidents des parcs en 2020, donc les parcs territoires d'une alimentation responsable et durable. On peut se demander quel est le lien entre alimentation, agriculture et la santé. Donc, ça a été déjà pas mal abordé ce matin. L'agriculture, l'alimentation est revenue plusieurs fois lors de cet atelier, enfin lors de la matinée plutôt. Donc, quelles recommandations? L'idée de notre atelier aujourd'hui, c'est essayer d'arriver à des recommandations pour nos territoires, donc concernant finalement ce triptyque alimentation, santé, territoire, intimement liés. Donc, Michael a rappelé ce matin aussi qu'aujourd'hui, on voit que le modèle agricole ne fonctionne plus, que ce soit au niveau économique ou environnemental. Et donc, il faut le faire évoluer. Ce matin, avec M. Sellos aussi, on a vu le rôle des microbiotes dans notre santé et donc le besoin d'une approche globale. Donc, ce lien entre alimentation, agriculture, santé est donc évident. Un récent rapport de l'INSERM vient de paraître et il conforte le lien entre pesticides et maladies et des nouvelles maladies notamment ce lien est précisé. Donc nous avons invité aujourd'hui Denis Léron, qui est directeur de recherche émérite à l'INSERM, et donc qui va nous faire à travers de son exposé, mais y compris de son expérience, puisqu'il a travaillé avec le parc du Luberon sur ce sujet, donc de ses propositions, de ses réflexions, afin de nous donner peut-être quelques clés et pistes de travail. Donc je sais que c'est compliqué dans un atelier comme ça, mais n'hésitez pas à faire des propositions, à faire valoir aussi vos idées pour que notre réseau puisse avancer sur ce sujet. Denis, c'est à toi. Merci beaucoup, France. Donc, je vais partager mon écran avec vous. J'espère que ça va marcher. Oui, voilà, parfait. Super, merci. OK. Oui, donc merci pour cette invitation qui m'a fait plaisir. Je vis dans un parc naturel et régional. J'en visite souvent parce que je fais du tourisme et j'ai toujours plaisir à avoir des relations avec des parcs naturels et régionaux qui, pour moi, sont quelque chose d'important. Donc, merci pour l'invitation. Je vais essayer de partager avec vous à la fois quelques données générales et puis quelques données un peu plus précises sur la grande question qui se pose à tout le monde aujourd'hui et pour laquelle on doit inventer les réponses, qui est en gros quelles transitions sont nécessaires pour arriver à avoir des systèmes alimentaires territoriaux durables. C'est une question compliquée, large. On ne finira pas d'y répondre aujourd'hui, mais bon, on va essayer au moins d'avancer un peu. Donc, je suis biochimiste de formation, puis nutritionniste. J'ai travaillé toute ma carrière à l'INSERM, l'Institut national de la recherche médicale. Mon laboratoire de rattachement est à la faculté de médecine à Marseille. Je suis membre depuis récemment du conseil scientifique du parc du Luberon. Je suis aussi membre du programme de l'ONU sur les systèmes alimentaires durables, qui s'appelle One Planet maintenant. Et un des réseaux de ce réseau mondial, c'est un réseau sur les systèmes d'agriculture biologique au niveau international. Donc, ma vision raccourcie, disons, des parcs naturels régionaux, pour moi, ce sont des espaces d'intérêt écologique et culturel très forts, qui ont à la fois une certaine résilience, mais aussi une dynamique collective et innovante. C'est des espaces naturels et humains qui sont en général très, très riches, hein. Souvent des zones très agricoles. Vous avez ici une photo du Luberon avec, avec ses champs et ses zones boisées.
Et puis aussi donc des zones de production agricole importantes et puis des traditions culinaires plus ou moins fortes, mais souvent particulièrement marquées. Bon, la moins bonne nouvelle, c'est que je vois aussi ces zones comme des zones qui sont souvent fragilisées en fait par la baisse démographique pour certains, par l'urbanisation, par les activités humaines qui le plus souvent ne sont pas respectueuses, par les pollutions diverses et variées, la perte de biodiversité que tout le monde constate, et puis le changement climatique qui arrive à grands pas. Enfin, si on se rapproche du sujet qui sont les systèmes agroalimentaires locaux, traditionnels, ils ont été très bouleversés en fait par les fortes évolutions qu'a connues et l'agriculture et l'alimentation pendant les dernières décennies, au point qu'on en est dans une situation où le revenu des paysans est de moins en moins assuré, où le foncier pose de plus en plus de problèmes, la transmission des fermes au moins autant de problèmes, où de plus en plus les alimentations en fait sont peu locales. Hein. Les supermarchés sont partout avec leur chaîne internationale de distribution. La qualité de l'alimentation est souvent insuffisante et déséquilibrée. Et puis, plus globalement, les équilibres locaux, souvent, ne sont pas vraiment assurés, et ceux de la planète, pas mieux. Voilà, donc si on part de l'idée que ce sont des super territoires pour inventer une autre vie, ça veut dire que, pour moi, il y a du pain sur la planche, pour utiliser l'expression, dans ces territoires-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on parle toujours de durabilité avec ces trois piliers, hein, qui sont l'économie, l'écologie et le social. Nous, dans notre communauté scientifique, on rajoute systématiquement l'alimentation et la santé. Ce n'est pas par nombrilisme, c'est parce que l'alimentation, c'est un des besoins vitaux de l'humanité, et la santé aussi. Et on va en reparler, la santé, ça ne concerne pas que l'humain. Donc, alors ça peut être englobé dans l'écologie, mais bon, je pense que si on l'identifie, ça permet de mieux le prendre en compte. Donc, un petit résumé de en fait, où on en est aujourd'hui de l'alimentation des Français. Il faut savoir de quoi on parle. Hein. Donc, on a des enquêtes nationales qui permettent de bien le préciser. Donc, en fait, ce qu'il faut déjà bien percevoir, c'est que depuis les années 50, donc quand même quelques décennies, l'alimentation des Français a été, on va dire, bouleversée. En fait, les gens consomment aujourd'hui beaucoup moins de produits végétaux qu'avant, beaucoup moins de céréales, de pommes de terre, de légumes secs, de fruits à coque. Ils ont compensé en mangeant beaucoup plus de produits animaux, que ce soit la viande, la charcuterie ou les produits laitiers, avec aussi plus de sucre, plus de lipides, plus de sel, de plus en plus d'aliments transformés tout près, ce qui est très différent de la cuisine qui était faite avant à la maison. Le résultat en termes de profil alimentaire et nutritionnel, c'est qu'en fait, dans la population, une majorité de gens ne consomment pas assez de fruits, de légumes et de féculents. Ils consomment trop de lipides, en particulier les acides gras saturés qui sont apportés par les produits animaux. Il y a trop d'apports en protéines, on surconsomme des protéines, ça veut dire qu'on les gaspille en fait, en consommant 2 protéines animales pour une protéine végétale. Le rapport avant était largement inversé. On consomme trop de sucre qui est ajouté un peu partout, trop de sel qui est ajouté aussi un peu partout. Et puis, une partie de la population, en fait, ingère trop d'aliments, c'est-à-dire trop d'énergie pour ses besoins et en rapport avec son activité physique, ce qui évidemment favorise le surpoids et l'obésité. Je rappelle que la principale source d'énergie, ce sont les lipides, hein, et puis l'alcool, et puis les glucides et les protéines. La conséquence de cette alimentation qui est devenue déséquilibrée, c'est qu'en fait, là aussi, dans la majorité de la population, il y a des déficits importants en de nombreux minéraux, c'est le cas du fer, du calcium, du magnésium, de vitamines, en fait, c'est le cas de presque toutes les vitamines où une partie de la population est déficitaire. Pour les fibres alimentaires aussi, il y a un énorme déficit. Et en fait, c'est surtout les femmes qui sont le plus touchées par ces carences. Alors, en parallèle, c'est ce qu'on commence à bien connaître en matière de relation entre l'alimentation et la santé, c'est qu'on assiste à une augmentation progressive, mais certaine, du surpoids et de l'obésité dans les populations, du diabète de type 2, qui est l'étape d'après, des maladies cardiovasculaires, des cancers, des allergies, en particulier des allergies alimentaires, des maladies neurodégénératives, des dépressions.
Le coût annuel pour les principales, et de loin pas toutes, c'est 100 milliards d'euros par an. Donc c'est un budget colossal en matière de santé publique. Hein. Et les tendances mondiales comme françaises, elles ne sont pas très réjouissantes. Hein. Il a été estimé que le coût mondial simplement de l'obésité en 2019, c'était 2000 milliards de dollars américains au niveau mondial. Vous voyez, on est dans les milliers de dollars. Après avoir parlé des millions de dollars, on en est aux milliards de dollars maintenant. Et puis vous voyez, par exemple, un constat fait par l'OMS qui date déjà de 2015, hein, c'est qu'en Europe, on allait être confronté à une épidémie très grave d'obésité. En effet, en 2015, on était déjà à plus de la moitié de la population adultes, soit en surpoids, soit obèses, hein, dont plus de 20% qui sont obèses. C'est exactement les chiffres en gros qu'on a en France aujourd'hui. Et puis déjà, un enfant sur 3 qui est en surpoids ou obèse, et vous allez le voir, si vous regardez la courbe, effectivement, ça c'est la courbe en France hein, de l'obésité. Vous voyez qu'en 2-3 générations, on est passé d'un taux vraiment faible de surpoids et d'obésité à se rapprocher de 20% de gens obèses. Et si on fait la somme surpoids et obésité en France, on est à 52% des adultes qui sont surpoids et obèses. Et si vous voyez l'évolution des pathologies, là aussi, sur une échelle de temps un peu longue, on voit très bien l'augmentation du diabète de type 2, des cancers et des maladies cardiovasculaires. Donc la situation sanitaire ne s'arrange pas. C'était le cas avant le Covid et ça sera le cas sûrement encore plus après le Covid. Il y a d'autres inquiétudes en matière de santé publique que je relève. C'est pour contribuer au débat basé sur la science. C'est le rapport des experts du CIRC de l'OMS de 2015 qui a, sur la base de toutes les données disponibles au niveau mondial, a considéré que la viande rouge était un cancérogène probable. C'est en particulier lié à sa grande teneur en fer. Et la charcuterie comme cancérogène probable pour l'homme, à la fois parce que c'est à base de viande, mais aussi parce qu'on y rajoute souvent des conservateurs comme les nitrates ou les nitrites. Ce qui veut dire que leur consommation, logiquement, doit être limitée pour la viande et très limitée pour les charcuteries. On a ensuite toute une série de données scientifiques, je vous les mets toutes là, assez récentes, sur la question de la contamination des organismes par les pesticides. En 2012, l'Institut national de la veille sanitaire, qui dépend du ministère de la Santé, a publié une étude sur 400 adultes représentatifs montrant que lorsqu'on cherche 23 résidus de pesticides de 3 grandes familles, organochlorés, organophosphorés et pyrétrénoïdes, on trouve 22 de ces résidus sur les 23 cherchés sur 100% des individus. Conclusion, tous les adultes français sont contaminés par un mélange de dizaines de résidus de pesticides. On a aussi des données sur 2 grandes cohortes françaises, la cohorte PAJ qui est surtout en Bretagne et puis la cohorte ELF qui est plus au niveau national, qui travaille sur les couples mère-enfant avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse et sur les enfants qui naissent. Ils ont fait des recherches de résidus de pesticides pour montrer que pendant la grossesse ou en fin de grossesse, c'est le résumé des 2 études, hein, entre 84 et 100% des femmes sont contaminées par au moins un résidu de pesticides, dont les 2 tiers sont des perturbateurs endocriniens. Ce qui veut dire aussi que tous les nouveau-nés sont maintenant exposés in utero. Et c'est là que les perturbateurs endocriniens ont le maximum d'efficacité. Enfin, le rapport de l'INSERM de 2013, c'était une expertise collective qui s'appelait Pesticides, effets sur la santé, qui avait déjà listé un grand nombre de pathologies dont on était en gros quasiment sûr qu'elles avaient une relation forte avec l'exposition aux pesticides. On avait surtout des données chez les agriculteurs, mais aussi sur les familles d'agriculteurs, donc les conjointes d'agriculteurs, et aussi un peu sur des enfants, où déjà on avait une liste de pathologies qui commençait à faire froid dans le dos. Bien sûr, les agriculteurs étaient les premiers concernés par ces pathologies. Il se trouve que la semaine dernière, l'INSERM a publié une mise à jour de cette expertise collective. France y a fait allusion, qui concerne aussi les pesticides et bien sûr les effets sur la santé. Donc, ils ont revu toute la littérature scientifique pendant 2 ans, en particulier toute la nouvelle littérature scientifique publiée avec des centaines d'articles sur ces relations entre l'exposition aux pesticides et la santé. Chez les agriculteurs, ça continue, puisqu'on a quelques grandes cohortes au niveau mondial pour étudier ça, mais de plus en plus en population générale, et de plus en plus chez les enfants, où en gros les 2 informations à retenir, c'est ce qui avait été dit en 2013
est totalement juste, reste juste et est confirmé par les nouvelles données, voire aggravé par les nouvelles données. Et la liste des pathologies associées à l'exposition aux pesticides, c'est vraiment élargi, parce que là, les experts, en 2013, seulement un certain nombre de pathologies avaient été regardées. Là, il y a eu un élargissement des pathologies qui ont été étudiées, et du coup, on trouve de plus en plus. Donc la liste c'est bien allongé des risques liés aux pesticides. Donc c'est vraiment une préoccupation qui devient extrêmement importante en sus des effets des pesticides sur la biodiversité qui sont bien connus. Alors, quittons un peu la santé humaine pour passer à celle des écosystèmes. C'est un tableau qui n'est pas très réjouissant, mais c'est juste la synthèse de ce qu'on sait aujourd'hui de façon en gros certaine. Hein. Concernant l'agriculture et en fait ses acteurs, les agriculteurs, les terres agricoles, les rendements, on est dans une situation où il y a de moins en moins d'agriculteurs et d'agricultrices, hein, c'est vrai dans tous les pays, avec des revenus insuffisants, avec des terres agricoles soit qui deviennent de plus en plus durs à trouver dans les pays riches ou les zones riches, soit qui augmentent par la déforestation qui sont détruites par l'artificialisation. Et puis, il faut quand même savoir que dans nos pays, les rendements plafonnent depuis les années 2000. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une phase des 30 glorieuses où l'avenir était devant nous et où tout allait aller de mieux en mieux. Quoi. Donc, ça pose une réelle question sur les méthodes utilisées en agriculture, puisqu'on est à un plafonnement des rendements. On a un épuisement des ressources, en partie lié à l'agriculture, mais pas que, sur la fertilité des sols, sur la consommation d'eau, 70% est consommé par l'agriculture, sur des fortes consommations d'énergie, d'engrais chimiques, d'intrants divers, et bien sûr de pesticides. Tout le monde maintenant est au courant des pollutions générées par ce système agroalimentaire dans tous les pays. Hein. C'est les mêmes impacts. C'est la contamination généralisée des sols agricoles. Hein. On a des données maintenant sur la contamination des sols dans l'Union européenne. C'est 83% des sols testés. Et en France, on a eu 2 études récentes qui donnent des chiffres à peu près proches. Sur la contamination des réserves en eau douce par les pesticides, c'est 96% des eaux superficielles, 61% des nappes profondes, avec des concentrations en nitrate qui continuent toujours d'augmenter. On n'en parle plus beaucoup de nitrate, mais ça n'empêche pas que la pollution continue. L'air est de plus en plus pollué. Là aussi, on a des données maintenant dans différentes régions sur la contamination de l'air par les pesticides, là aussi, qui devient assez problématique. Hein. Mais il n'y a pas que les pesticides, il y a aussi les particules fines, l'ammoniac, le protoxyde d'azote, qui sont des contaminants de plus en plus préoccupants. La perte de biodiversité, je pense que tout le monde est au courant dans les parcs, on est en train de vivre la 6e extinction des espèces. Hein. D'après l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, ils estiment qu'environ il y aurait 1 million d'espèces qui ont déjà disparu sur les 8 connues sur la planète. Les insectes sont en disparition dramatique. Les oiseaux certains mangent beaucoup d'insectes sont aussi en voie de raréfaction. Les abeilles aussi, qui sont en plus des pollinisateurs des cultures. Pour les océans, on parle souvent de la Terre, mais pas beaucoup des océans. Il y a le problème de la surpêche et de l'épuisement des stocks. Hein, ça concerne 33% des espèces. Et puis de plus en plus, les plastiques qui bientôt peseront plus lourd dans les océans que les poissons. Enfin, le problème du réchauffement et du changement climatique. Hein. Tout le monde est au courant des prévisions du GIEC qui disent qu'il ne faut surtout pas dépasser 2 et qu'on aurait vraiment intérêt à ne pas dépasser 1,5 degrés à 2050. Et que tous les scénarios les plus pessimistes du GIEC sont ceux qui se réalisent, hein, qu'on constate progressivement. Donc, ce n'est pas du tout réjouissant. Il faut savoir que l'agriculture produit 22% des émissions de GES et que le système agroalimentaire en général en produit 33%. Ce sont des chiffres au niveau mondial, mais c'est aussi des chiffres qu'on a en France. Donc, on voit que tout ce système agricole, agroalimentaire, qui est une partie de la vie des parcs, est directement au cœur de ces problématiques d'écosystème et des missions des parcs. Donc, c'est vrai que les parcs ont un lourd fardeau sur les épaules. Alors, juste un exemple pour rendre les choses un petit peu plus concrètes. Donc, nous travaillons avec une très grande cohorte qui s'appelle la cohorte Nutrinet Santé avec mes collègues de Paris. On travaille en général, on peut travailler jusqu'à 70 000 personnes adultes qui sont suivies depuis 2009. Donc là, dans cette étude spécifique, on est parti donc de plus de 30 000 adultes
On a constitué en fonction de leur type d'alimentation, qu'on connaît dans tous les détails. On a fait 5 groupes en fonction de leur niveau d'émission de gaz à effet de serre liés à leur alimentation. Vous avez ici les 5 groupes. Et vous voyez qu'entre ceux qui émettent le moins de gaz pour produire leur alimentation jusqu'à ceux qui émettent le plus de gaz pour produire l'alimentation, il y a un facteur 5,5. Ce qui veut déjà dire que dans la population française d'aujourd'hui, il y a une énorme différence selon les comportements alimentaires. Et du coup, il y a une énorme marge de manœuvre aussi. On parle toujours de réduire de 30, de 40%. Là, c'est 550% le niveau de variation. Donc, il y a énormément de marge. Et qu'est-ce qu'on regarde? C'est que plus la production de l'alimentation des gens génère de gaz à effet de serre, c'est accompagné de plus de surface de terre pour produire, de plus d'énergie pour produire. Si on regarde l'alimentation des gens, ça veut dire que les gens, en fait, vont consommer plus d'énergie alimentaire, donc plus d'alimentation globalement. Ils vont manger plus de produits animaux, moins d'aliments bio. Si on regarde la qualité nutritionnelle de leur alimentation, plus on émet de gaz, moins est bonne la qualité alimentaire et nutritionnelle. Plus les gens vont être en surpoids et en obésité. Et même leur alimentation va être plus chère, de 11%. Donc, vous voyez que ce travail publié dans une grande revue scientifique montre clairement que la santé humaine, l'alimentation humaine et le climat vont totalement ensemble. C'est-à-dire que tout est interconnecté et manger, oui, ça a un effet direct sur le changement climatique et l'élévation des températures, on le montre là, et y compris être en surpoids et obésité, c'est associé aussi en partie à des émissions fortes de gaz à effet de serre. Alors, si on élargit cette idée que la santé, effectivement, on est maintenant amené à parler de santé unique et surtout plus de différencier celle de l'homme et de la planète, c'est le nouveau concept, un des grands concepts de l'ONU, c'est une santé, One Health. Alors bon, les concepts, c'est bien, mais il faut aussi les raccorder à la vraie vie. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait plusieurs études pour essayer de voir comment ce concept de One Health pouvait être évalué. Alors en fait, grâce à l'utilisation de la cohorte Nutrinet Santé, donc sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, on a pu utiliser 7 indicateurs pour décrire les pratiques alimentaires, la qualité nutritionnelle de l'alimentation, le coût de l'alimentation, c'est important, et les impacts de la production de l'alimentation sur les ressources et sur l'environnement, dont bien sûr les émissions de gaz. Dans une série de 2 articles scientifiques publiés dans de très grandes revues, on a montré que lorsqu'on suit les gens pendant 3 ans, meilleure est la durabilité de l'alimentation en général, plus on diminue le risque de surpoids de 50% et d'obésité d'un facteur 4. Et après 4 ans de suivi, on observe plus l'alimentation est durable selon les multicritères. On arrive à une diminution de 39%, de 40% du risque de certains cancers et un peu moins de maladies cardiovasculaires. Alors aussi, on démontre en fait scientifiquement, à partir d'une cohorte de gens vivant aujourd'hui en France, que oui, la santé de la planète et la santé des individus est directement liée. Dans un autre travail qui là est de la modélisation, c'est plus de l'observation, qu'on a publié dans la prestigieuse revue Nature, on a montré qu'à partir de l'alimentation actuelle, en faisant des petits changements dans la bonne direction, jusqu'à faire de grands changements dans la bonne direction, on peut réduire les impacts sur la planète, aussi bien pour ce qui concerne les terres agricoles nécessaires, l'énergie pour produire et les émissions de gaz à effet de serre, on peut les réduire de 28 à 86%. Donc là aussi, on voit la marge de progression qu'on a à partir des pratiques actuelles dominantes pour améliorer la situation. Donc clairement, nos études, mais qui rejoignent celles d'autres, montrent que oui, l'humain peut être réconcilié avec la planète. C'est possible, si on le veut, c'est possible. Donc, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles à avoir. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est qu'en fait, depuis maintenant 11 ans, c'était en 2010, un grand congrès scientifique a été organisé, pas que scientifique, un grand congrès international a été organisé à la FAO et par la FAO à Rome pour élaborer par consensus une définition des alimentations durables. Donc, pour donner une nouvelle direction à la communauté mondiale de l'agriculture et de l'alimentation. Je vous la laisse rapidement lire parce que ce n'est pas la peine que je la lise pour vous. Vous voyez qu'il n'y a que des mots-clés extrêmement importants dans cette définition et qu'on voit qu'effectivement,
cette orientation-là qui est proposée, elle est très, très différente de ce qu'on vit aujourd'hui. Qui aurait pensé il y a 15 ans que la FAO, pour le compte de l'ONU, allait élaborer une définition de ce type-là pour les alimentations durables et donc pour le monde entier. Et donc, dans la foulée de cette définition, qui maintenant est la référence au niveau mondial, l'ONU, donc plus largement tout le système de l'ONU, en fait, a défini qu'est-ce que ça devrait être un système alimentaire durable. Et donc en disant que c'était un système qui procure la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous, de façon à que les bases économiques, sociales et environnementales qui procurent la sécurité alimentaire et la nutrition des générations futures ne soient pas compromises. Vous voyez, on est vraiment dans la durabilité et pas dans l'immédiat. Et donc, du coup, suite à cette réflexion faite dans les comités de haut niveau de l'ONU, l'ONU a lancé un programme de 10 ans sur les systèmes alimentaires durables. Ça a commencé en 2015. Et à l'intérieur de ce grand projet, donc je suis membre de ce projet, et dans ce projet, il y a un projet spécifique sur les systèmes d'alimentation bio, qui comporte plus de 80 partenaires dans les 5 continents. Alors après, ces considérations un peu générales, on va essayer de parler un petit peu plus concrètement. Donc, comment se nourrir de façon plus durable? Bon, une première référence, et c'est avec grand plaisir que je vous la cite, c'est en fait les nouvelles recommandations du programme national nutrition santé, donc publié par le ministère de la Santé, et qui ont été aussi publiées en version pédagogique par Santé publique France, et qui sont issues en fait du travail du Haut Conseil de la santé publique, qui a fait 2 rapports en 2017 et 2018, qui ont posé les bases de ces recommandations. De ces recommandations, à la fois, elles reprennent des choses qui étaient déjà dans les précédents programmes nationaux de nutrition de santé, mais elles l'élargissent à des choses très importantes. Donc, en gros, c'est renforcer encore la végétalisation de l'alimentation en augmentant le plus possible la consommation de fruits et légumes. Vous connaissez tous le slogan 5 portions par jour, au moins. Mais il y a rajouté maintenant les fruits à coque, qui sont pas mal consommés dans pas mal de territoires français. C'est les amandes, les noix ou les noisettes. C'est les légumes secs, qui étaient une base de l'alimentation il y a encore pas longtemps, mais qui ont quasiment disparu de l'alimentation. Et puis les produits céréaliers, en rappelant que c'est ceux qui sont peu raffinés, et complets ou demi-complets, qui sont à privilégier. Donc une végétalisation claire de l'alimentation qui est recommandée, et puis une diminution notable, c'est la première fois qu'elle est chiffrée, pour les produits animaux. Donc c'est le cas des produits laitiers et fromages, avec 2 portions par jour à la place de 3 qui étaient recommandées avant. C'est limiter la consommation de viande rouge à 70 grammes par jour, celle de charcuterie à 20 grammes par jour, ce qui fait 150 grammes par semaine. Et puis pour les matières grasses ajoutées, privilégier les huiles comme l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de colza. Réduire les produits sucrés, réduire le sel. Donc vous voyez, c'est clairement une alimentation qui s'écarte de celle qui est devenue l'alimentation habituelle à base de produits animaux suite aux décennies d'évolution. Et la troisième recommandation forte, c'est pour tous les produits végétaux qui sont les plus contaminés par les résidus de pesticides, c'est de privilégier ceux qui sont cultivés en bio. C'est la première fois que le programme national de nutrition santé fait cette recommandation à cause de la contamination par les pesticides. Donc, vous voyez que c'est pas, alors ça va complètement dans la direction de la définition des alimentations durables de la FAO. Et vous voyez que ça suppose un changement quand même assez marqué de l'alimentation dominante aujourd'hui en France, bien qu'on sache qu'une partie de la population est déjà dans ce type d'alimentation. Alors, c'est ce que nous, on a étudié grâce toujours à cette grande cohorte Nutrinet Santé, qui au total comporte 170 000 adultes suivis depuis 2009, qui remplissent énormément de questionnaires pour renseigner tout ce dont on a besoin pour faire de la recherche, qui est coordonnée par ma collègue Emmanuelle Casguillon. Et donc, on a aussi pu collecter 20 000 échantillons de sang et d'urine pour pouvoir faire des analyses pour certaines études. Et donc, je vais vous résumer quelques résultats que nous avons eus. C'est pour donner un éclairage, c'est pas pour lancer le débat, parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience de ces résultats. Donc ça, c'est la première étude que nous avons publiée à partir de la cohorte, en 2013. Vous voyez, on a travaillé sur 54 300 adultes. C'est une des plus grandes études au monde. C'est la plus grande étude au monde,
on a posé la question pour laquelle on n'avait pas de réponse, c'est qu'est-ce que mangent les consommateurs bio si on les compare aux consommateurs qui ne mangent pas bio aujourd'hui, sachant que c'est une catégorie de consommateurs qui a une augmentation très forte et que donc c'est intéressant de savoir un peu qu'est-ce qui se passe là. Et donc ce qu'on a pu constater, c'est que les consommateurs qui mangent régulièrement bio, ils ont une alimentation beaucoup plus végétale que ceux qui ne mangent pas bio, qu'ils ont une alimentation de meilleure qualité nutritionnelle si on utilisait des scores pour la calculer, et en particulier le respect des recommandations du PNNS. Si on calcule leurs apports en nutriments journaliers, ils sont souvent supérieurs pour pas mal d'éléments importants, certains acides gras importants, pas mal de vitamines, pas mal de minéraux pour les fibres. Et puis, on a regardé quand même un aspect santé, c'est-à-dire le surpoids et l'obésité, et on a été stupéfait de voir une différence aussi importante. C'est que aussi bien chez les femmes que chez les hommes, les consommateurs réguliers d'aliments bio, si on les compare aux autres et que bien sûr on prend en compte tous les autres facteurs qui pourraient influencer les résultats, on a en gros 40% de moins de surpoids et 50% de moins de surpoids chez les consommateurs réguliers bio par comparaison à ceux qui ne mangent jamais bio. Donc, on a pu suivre. Donc, ces résultats, depuis, ils ont été confirmés par une étude en Allemagne et par une étude aux États-Unis. Donc, ça nous a évidemment fortement encouragé à continuer en se disant qu'il se passait là vraiment quelque chose d'important et qu'il fallait essayer à la fois de le décrire, mais aussi de le comprendre. Donc, on a publié d'autres études, en particulier concernant l'exposition aux pesticides, puisqu'une des grandes caractéristiques de la production des aliments bio, c'est qu'ils sont beaucoup moins contaminés par les pesticides que les autres. C'est tout à fait établi par les données de l'EFSA ou de la DGCCRF. Il ne faudrait pas plus que 5 minutes pour terminer, parce que sinon, on n'aura pas de temps de discussion. D'accord. Donc, j'essaie de me dépêcher. Donc, ce qui a été montré par ces deux études, c'est que, clairement, si on augmente la proportion d'aliments végétaux dans l'alimentation, mais qui ne sont pas bio, on augmente l'exposition aux pesticides. Et que si par contre, on augmente la consommation de végétaux, mais en bio, même si c'est que la moitié des aliments, on réduit fortement l'exposition. Et la deuxième, c'est qu'on a montré effectivement que si on applique les recommandations du PNNS, c'est-à-dire plus d'aliments végétaux et en bio, on réduit notablement l'exposition aux pesticides et les impacts sur les ressources et les émissions de gaz à effet de serre. On a confirmé ça sur les consommateurs bio en comparant 5 niveaux de consommation bio. On voit que plus on consomme bio avec une alimentation végétale, moins on émet de gaz, moins on consomme d'énergie pour produire et moins on a besoin de surface agricole. Donc ça, c'est le bilan des 13 études scientifiques que nous avons publiées depuis 2013. Donc un meilleur profil alimentaire des consommateurs bio, nettement moins d'exposition aux pesticides chimiques, on l'a calculé pour les aliments, mais aussi mesuré dans les urines, et une probabilité de surpoids et d'obésité nettement réduite, de risque cardiovasculaire réduit de 31%, de diabète de type 2 de 35% et de développer un cancer de 25%, avec la prise en compte de tous les autres facteurs. Et comme je vous l'ai dit, donc, une réduction des impacts sur les ressources et l'environnement. Conclusion, ce type d'alimentation est beaucoup plus proche de la définition des alimentations durables de la FAO que l'alimentation dominante en France aujourd'hui. Ces données, elles rentrent dans un grand consensus scientifique international en fait, qui est de plus en plus impressionnant sur la nécessité du changement. Vous avez ici une liste de comités d'experts, mais il y en a d'autres. Hein. Donc, les conclusions vont toutes dans la même direction. C'est qu'on est rentré dans une ère qui maintenant a été appelée l'anthropocène, c'est-à-dire où ce sont les activités humaines qui ont les impacts dominants sur la planète. C'est la première fois que ça arrive sur la planète. Que plusieurs limites de la planète sont déjà ou vont être bientôt dépassées. Et que poursuivre la tendance actuelle en matière de production et de consommation en général, y compris pour l'alimentation, c'est incompatible avec la durabilité et l'atteinte des objectifs du développement durable de l'ONU qui sont à l'horizon 2030. Donc ça concerne les systèmes de production qui doivent clairement aller vers l'agroécologie et les méthodes d'agriculture biologique si on veut sortir de l'impasse, et les régimes alimentaires aussi, pour qu'ils soient bons pour la planète et pour la santé des humains, doivent être aussi à prédominance plus végétale et non toxique pour tous les aspects. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, à toutes les échelles, si on veut enfin arriver à inverser la tendance. Donc, de mon point de vue, ça veut dire vraiment qu'il y a une information très sérieuse, basée sur la science, qui soit vraiment diffusée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ou pas beaucoup, ou pas assez, et qu'il y ait une prise de conscience forte à tous les niveaux, et que les acteurs qui sont concernés par ces questions-là soient vraiment formés et informés comme il le faudrait. Ça veut dire qu'au niveau national et au niveau international, il faut que les institutions
fasse réellement la promotion de la transition, pas que dans des discours, avec des lois efficaces et des dispositions comme la PAC, par exemple, qui vont vraiment dans la bonne direction et pas dans la direction inverse. Au niveau local aussi, il y a un énorme travail à faire au niveau local, puisque local et territorial, hein, avec les PAT, avec les scénarios de transition, avec tous les efforts pour la transition à l'agriculture bio et à l'agroécologie, la production locale, la restauration collective durable, la promotion de la santé, tout ça, vous le connaissez aussi bien que moi. Il faut aussi, je vais insister sur le fait qu'au niveau local, il faut absolument que les acteurs économiques s'investissent dans la transition, ne soient pas victimes de la transition, parce que de toute façon, la transition, elle est en cours. Le changement climatique, il est en cours, donc il faut agir pour limiter les effets les plus négatifs et être proactif dans la bonne direction. Ça concerne les agriculteurs, ça concerne les transformateurs, ça concerne les distributeurs d'aliments, ça concerne tout le monde en fait. Et puis bien sûr, ça concerne l'engagement des citoyens et des familles qui tous ont intérêt à cette transition. Encore faut-il que les gens en soient convaincus et que tout soit fait pour aider les gens dans cette démarche. Donc oui, ça veut dire une coopération généralisée à tous les niveaux. Disons, la bonne échelle, je pense, entre autres, ce sont les parcs régionaux naturels. Donc juste quelques diapos pour finir. Ici le support de Mylène Morel, que beaucoup d'entre vous connaissent et que je tiens à saluer ici et remercier pour son travail remarquable qu'elle a fait au niveau du parc du Luberon et qui vient juste de prendre sa retraite, ou qui est en train de la prendre. J'ai collaboré activement depuis des années à ce projet alimentaire territorial. Juste pour rappeler que, bon, c'est pour donner un exemple, hein, c'est pas pour faire la promotion du parc du Luberon, bien sûr. Donc c'est un grand territoire au sud-est de la France qui est une zone très agricole, mais qui a déjà 23% des surfaces en agriculture biologique, avec 50% de la SAU qui est en irrigation, avec 1700 agriculteurs, dont 800 sont déjà au moins en partie en circuit court. Avec un modèle alimentaire traditionnel qui est celui de l'alimentation méditerranéenne, dont les bienfaits sont attestés par la science depuis longtemps et dont les impacts réduits sur l'environnement sont aussi attestés par les études plus récentes. Donc on a un modèle traditionnel, mais qu'il faut réactiver et régénérer. Un diagnostic du territoire en matière alimentaire a été fait en partenariat qui montre qu'en fait, le potentiel nourricier sur la base des surfaces agricoles disponibles aujourd'hui, c'est 19%. Au total, si on remplaçait toutes les surfaces par des surfaces qui produisent de l'aliment, on arriverait à 32%. Mais aujourd'hui, on en est en gros à 19% si on veut nourrir tout le monde et 17% pour nourrir uniquement la population locale. Vous savez qu'on a beaucoup de touristes chez nous. Donc, vous voyez qu'on a une résilience alimentaire extrêmement faible et une autosuffisance très, très réduite. Donc, ça veut dire qu'on est très, très dépendant de l'extérieur. Et un rapport a été fait récemment par les collègues du GREC Sud, qui font partie du GIEC, sur le changement climatique dans le parc et ses impacts anticipés, de façon à donner des directions sur gérer le changement. En fait, c'est pas... Oui. Si tu peux rapidement en Ouais. C'est juste pour résumer que donc en fait il y avait 6 grands thèmes dans le PAT. C'était préserver les terres agricoles et l'installation d'agriculteurs, structurer les filières agroécologiques et de grande qualité, développer les circuits courts de proximité, agir pour une restauration collective locale et bio, communiquer et former à l'alimentation durable, donner du goût à l'identité et à l'interactivité du territoire. Donc la nouveauté, c'est l'élargissement avec beaucoup de partenaires qui maintenant sont impliqués dans toutes les actions du parc, alors qu'avant, le parc était un peu plus auto-centré. Ça, c'est la dernière diapo pour vous dire. C'est dans le cadre de la révision de la charte qui est en cours dans le parc du Luberon. Donc, les objectifs, c'est multiplier par 2 l'autonomie alimentaire du territoire à l'échelle 2039, qui est celle de la nouvelle charte. C'est arrêter l'artificialisation du foncier agricole. C'est développer les productions très déficitaires que sont les grandes cultures et l'élevage dans notre région. C'est intensifier la transition écologique en multipliant par 2 le niveau de production bio. C'est améliorer la santé sur tous ces aspects sur le territoire. Diminuer l'utilisation des ressources et en particulier des intrants comme les pesticides. C'est augmenter l'alimentation locale de saison et bio et favoriser l'alimentation à base végétale selon les recommandations du PNMS, selon le modèle de l'alimentation méditerranéenne. Voilà, donc en fait, tout ça, ça a déjà été dit par mon collègue Hippocrate il y a 2400 ans, qui avait déjà reconnu l'importance de la génétique et des aliments sur la santé, de faire de l'exercice, mais aussi de beaucoup d'autres facteurs qu'aujourd'hui on appellerait l'écologie
ou la planète. Voilà, et donc, juste pour terminer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai publié l'année dernière un livre qui fait le tour de toutes ces questions, qui s'appelle « Un manger sain et durable de notre assiette à la planète ». Voilà, ben je vous remercie de votre attention et puis on peut discuter un petit peu. Merci beaucoup, Denis. On t'avait déjà entendu en 2016 lorsqu'on a démarré nos actions autour de l'alimentation, hein. C'était déjà dans le Luberon puisque c'était un parc qui était parmi les plus avancés autour de ces questions. Donc, pour résumer très rapidement ce qui s'est dit dans le chat et essayer de te faire réagir très rapidement également. Donc, premièrement, il y a notre directeur qui souligne que l'obésité ne vient pas que de l'alimentation, ça peut venir aussi de la pollution atmosphérique, comme l'a montré une étude faite par l'Institut de Barcelone. Il y a un collègue qui demande qu'on précise la différence entre obésité et surpoids parce que ça n'a pas le même impact, donc est-ce qu'il y a des pourcentages différents? N'a pas trop été évoqué, donc ton avis par rapport au poisson et au fait qu'il est pollué. Donc, comment entre-t-il dans la ration? On souligne aussi l'importance à t'entendre qui est à l'avenir, si possible, des cantines 100% bio et assez vite, si possible en circuit court, avec des produits de saison moins transformés. Donc là, on sait que sur les produits industriels, c'est plus difficile, par exemple, de faire de l'éducation au goût. De distinguer, quelle distinction, il est posé comme question, entre finalement produits bio et français et autres, soit européens, soit venant d'ailleurs. Donc, est-ce que du coup, cette étude est valable aussi là-dessus? On souligne aussi le fait de peut-être d'essayer de passer au 100% végétal. Bon, là, je pense qu'on aura des discussions assez longues, donc on ne va peut-être pas aller là-dessus. Il y a quelqu'un qui souligne l'importance de croiser ces approches avec des calculs d'autonomie alimentaire, donc avec le logiciel Crater, que je ne connaissais pas, mais peut-être on pourra expliciter si on a le temps ou après dans le chat. Marjorie Jouan souligne dans tout ça l'imperméabilité souvent des élus par rapport à ces questions. Et il y a une demande de données, est-ce qu'il y a des données sur les mycotoxines? Voilà. Et puis, on souligne aussi que souvent, l'étiquetage, même en bio, n'est pas suffisamment fiable. Et enfin, que l'agro-industrie ne va pas toujours entendre de la même oreille ces questions d'alimentation durable que nous. Et donc, du coup, résister à ça. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles remarques, mais bon, on les notera de toute façon, là, parce que je pense qu'on n'a pas le temps de tout voir. Mais voilà, déjà. Il y a déjà une belle liste. Oui, oui. Donc, j'ai pris quelques notes parce que sinon, j'en aurais oublié déjà la moitié. Donc, il n'y a pas de l'alimentation pour le surpoids et l'obésité. Oui, bien sûr. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait que l'alimentation, mais tout le monde, au niveau mondial, vous pouvez lire les documents de l'OMS pour vous en convaincre. Hein. Tout le monde, et ceux du Programme national nutrition santé, tout le monde est d'accord que c'est un des facteurs majeurs avec la sédentarité. Donc, les choses sont extrêmement claires là-dessus. Il n'y a pas de débat sur le sujet. Surpoids, obésité, bon, si vous voulez, c'est un gradient. C'est-à-dire qu'on est en surpoids, on est en poids normal jusqu'à un indice de masse corporelle de 25. C'est le poids divisé par la taille au carré. Entre 25 et 30, on est en surpoids. Et au-dessus de 30, on devient obèse. Le problème, c'est qu'en général, quand on commence à devenir en surpoids, sauf si on prend vraiment des mesures énergiques pour redresser la barre, on a toute probabilité, quelques années après, de devenir obèse. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, bon, c'est distingué en matière de situation, parce qu'il y en a une qui est plus grave et plus critique que l'autre. Mais c'est un continuum en matière. Lorsqu'on commence à être en surpoids, ça veut dire qu'on est dans la mauvaise direction et que si on ne prend pas des mesures très sérieuses, on va finir par être obèse après. Voilà, donc c'est le même problème en fait. Hein. C'est juste un niveau de gravité qui n'est pas le même, mais la tendance, elle est en général unidirectionnelle. Le problème du poisson, alors effectivement, j'en ai pas parlé, d'ailleurs dans les recommandations, les œufs et les poissons, c'est quasiment pas traité. Enfin, c'est évoqué, mais c'est pas vraiment traité. Le problème des poissons, c'est que c'est une impasse. Parce que si on suit les aspects nutritionnels, on devrait en manger plus. Parce que par exemple, pour avoir des oméga 3, c'est une des rares ressources d'oméga 3, donc il n'y en a pas beaucoup, avec les noix et le colza. Donc il faudra en manger plus.
si on prend les critères de contamination par les métaux lourds et autres, il faudrait en manger moins. Et si on prend les critères stock de poissons qui s'épuisent, il faudrait en manger encore moins. Donc, il n'y a pas de solution. Sur les poissons, il n'y a pas de solution. Donc, voilà, on en est là. On est dans une situation ingérable. Et c'est pour ça qu'en gros, les recommandations, alors on dit au moins une fois par semaine, oui, surtout pour les femmes enceintes, pour qu'elles ne soient pas trop exposées aux métaux lourds. Deux si possible, mais bon, alors on peut jouer sur les poissons pêchés, les poissons cultivés, sur les coquillages qui sont cultivés, c'est autant de poissons qui ne sont pas enlevés de la mer. Enfin bon, bref, il n'y a pas de solution vraiment satisfaisante aujourd'hui. Les cantines, oui, bien sûr, c'est un élément super important du territoire. Sur les territoires des parcs, il y a plein d'écoles, il y a plein de collèges, il y a plein de lycées. C'est la génération qui vient. Il faut absolument la nourrir avec de la bonne qualité et sans pesticides. C'est une priorité de santé publique. C'est la définition des alimentations durables de la FAO. Donc, oui, c'est ce qu'il faut faire. Alors, il ne suffit pas de le dire. Hein. Ce n'est pas forcément simple de changer d'un système à un autre. C'est pareil pour des produits locaux. Passer des produits locaux parce qu'on est habitué à avoir un intermédiaire qui centralise tout. Évidemment, c'est plus trop le même métier. Hein. Cuisiner beaucoup plus plutôt que d'ouvrir des boîtes et des sacs de congélateurs, c'est pas le même métier non plus. Mais toutes les expériences montrent que les cuisiniers, ce qu'ils aiment faire, c'est la cuisine. C'est pas ouvrir les boîtes de conserve en général, ni les sacs de congélation. Du coup, il faut que les élus, que les responsables leur procurent un environnement favorable pour ça. Et il y a plus de 80% des parents d'élèves qui demandent ça. Une alimentation de meilleure qualité, des produits bio. Donc il y a en gros un consensus. Le problème, c'est qu'après, il faut trouver les moyens pratiques de le faire. Il y a plein de départements aidés par des parcs qui mettent en place des plateformes d'approvisionnement pour les cantines, hein, pour favoriser le circuit direct entre les producteurs et en particulier la restauration collective. Ça se développe de plus en plus. Donc, c'est pas facile à faire, mais ça peut se faire. Et je pense que la vente directe, je pense que c'est la seule solution pour les agriculteurs aujourd'hui de vraiment s'en sortir. Ils seront de plus en plus confrontés à la mondialisation en matière de produits agricoles. Et s'ils ne veulent pas travailler au tiers du SMIC, je pense que la seule solution, c'est qu'ils vendent en direct, hein, et en local. Enfin, c'est pas moi qui produis les chiffres, hein, mais je lis les chiffres. Oui, la question du bio, français, pas français, au niveau européen, il n'y a qu'un cahier des charges qui est européen. Hein, c'est la feuille verte. Donc, au niveau européen, on est censé être tous pareils. Bon, il n'y a pas d'évaluation hyper fine de la qualité des contrôles dans les 27 pays de l'Union, mais bon, il y a peut-être quelques endroits un peu plus faibles que d'autres. Bon, je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas. Pour ce qui vient de l'extérieur, le futur, on sait qu'il peut y avoir dans les pays qui ne sont pas européens, pas tous, mais certains pays, des contrôles un peu moins efficaces. Et donc, dans la réglementation, dans la nouvelle réglementation européenne qui a été adoptée, qui devait s'appliquer en janvier 2021 et qui a été reportée en janvier 2002 à cause du Covid, il est prévu des contrôles renforcés pour les produits importés à l'intérieur de l'Union européenne. Il y avait une autre question. Alors, le problème des élus, ouais, bien sûr. C'est les élus en général qui ont le pouvoir, hein, à tous les niveaux. Dans les parcs, c'est le conseil syndical, donc les élus des communes. Mais là aussi, il y a un énorme travail d'information et de formation. C'est vrai pour les députés, c'est vrai pour les sénateurs, c'est vrai pour les élus locaux qui sont souvent pas plus informés que la population, hein, parce qu'ils ont 50 choses à faire aussi. Mais bon, il y a un énorme besoin de formation et c'est sûrement extrêmement important d'arriver à ce que ces élus locaux ou nationaux prennent vraiment conscience de la demande des citoyens et de la gravité de la situation. Ils sont souvent dans la dynamique économique classique qui occulte en fait toutes ces dimensions-là. Bon, il y a une question qui fait référence à l'agro-industrie, bien sûr. L'agro-industrie, alors à la fois, elle a bien compris qu'il y avait des nouveaux créneaux. C'est le seul créneau qui se développe, c'est les créneaux bio. Et, donc, vous l'avez vu, tous les consommateurs l'ont vu, hein, que ce soit la grande distribution, que ce soit pas mal de producteurs qui se convertissent. Bon, la tendance, elle est là. Mais il y a aussi en même temps un freinage le plus fort possible et les pressions les plus fortes possibles sur les responsables politiques
pour que le système ne change pas, parce que pour le moment, c'est là qu'il y a du business à faire. Enfin, en tout cas, en majorité. Donc, oui, il y a un conflit d'intérêts majeur dans les sociétés dans lesquelles on vit, entre de plus en plus les citoyens, les scientifiques qui disposent des connaissances, et puis le monde économique qui continue à gérer le court terme, centré sur ses profits, quoi. Bon, ça ne va pas pouvoir durer, continuer longtemps comme ça, je pense. Euh, je sais pas, j'ai encore une minute pour. Il y Non, a il encore faut une vraiment question? qu'on finisse Bon, parce ok, qu'il y a le prochain intervenant qui d'accord. en a. J'essayais de faire le tour de beaucoup de questions. Oui, oui, il y avait beaucoup de questions, mais sinon, on pourra éventuellement les noter et puis revenir après ensemble dessus et éventuellement y répondre dans la conclusion, enfin, dans le rendu qu'on va faire ensemble. C'est tellement riche que voilà, je pense qu'on n'arrivera pas à épuiser ce sujet qui, en plus, nous concerne vraiment personnellement, puisque la santé, l'alimentation, c'est des choses très intimes. En tout cas, merci Denis à nouveau pour ce tour d'horizon très vaste, très complet, et ça va nous faire bien sûr réfléchir dans nos actions.